Alors, nous allons commencer par le Bénin, les problèmes qui minent le Bénin. Alors, l'essence a une fois encore pris de prix, Roland Tonnéiques, de 650 à 680 francs. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Vous faites bien de planter le décor par l'essence, la question essentielle de l'essence dont le prix monte à la pompe de 650 à 680. J'ai pu voir qu'il y a des raisons qui motivent cette augmentation qui, pour moi, je dirais, est une surprise parce que dans un contexte où il y a une morosité économique, et que déjà on se plaignait du prix de l'essence à la pompe à 650 francs, qu'on a même souhaité que le gouvernement essaie de subventionner pour revoir le prix à la baisse, et que du jour au lendemain, on se réveille, qu'on se rend compte que le prix passe de 650 à 680, pendant que d'ailleurs le gouvernement va en vacances d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça à dessein. C'est le jour où le président nous annonce que le gouvernement doit aller en vacances, que le prix a été augmenté comme ça, et donc finalement, c'est-à-dire qu'on vous dira peut-être que les ministres ne sont pas là pour aller en conseil ministre pour étudier les doléances des citoyens. Je pense qu'il y a un problème. Dans ce pays, que nous avons dit que le prix, l'essence de contrebande, le pailleur, crée un problème à l'économie béninoise. Et on a souhaité que les gens créent des stations un peu partout pour que nous puissions, nous Béninois, prendre l'habitude d'aller dans les stations pour nous approvisionner en produits pétroliers. Et les Béninois n'ont pas, en tout cas, répondu à la volonté de pouvoir en place en allant dans les stations. Et ça a été un défi malheureusement ou heureusement pour nous. Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir, a arrêté la subvention du pétrole et de l'essence dans son pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix de l'essence de contrebande a augmenté. Et quand ça augmente comme ça, c'est que ça fait les bonnes affaires du gouvernement, parce que dans une certaine mesure, les Béninois sont obligés d'aller en grande masse vers les stations. Et donc on a dit qu'au moment où les gens subventionnaient, arrêtaient la subvention dans leur pays, et que nous avons la possibilité maintenant d'aller dans les stations, en fait, les Béninois ont l'habitude d'aller, vont prendre l'habitude d'aller dans les stations, il faut que le gouvernement subventionne cette fois-ci au niveau des stations, parce que d'ailleurs, il faut rappeler qu'avant, les entreprises, en tout cas pétrolières, pouvaient trouver le marché pour commander le produit. Mais aujourd'hui, tout passe par la Société nationale des hydrocarbures, qui est je dirais, une entreprise, une direction de l'État, une structure de l'État. Et donc, le gouvernement a la possibilité de subventionner le prix de l'essence dans une certaine mesure pour permettre à ce que, au lieu de 650, qu'on en vienne peut-être à 600, ou bien à 750, ou bien à 600 tout au moins, pour que les Béninois davantage se retrouvent dans les stations. Parce que malheureusement, au niveau de l'essence de contrebande, c'était à 800, c'était à 900 après, mais c'est arrivé à 625. Mais aujourd'hui à 615. À 615, vous voyez. Et donc, pendant que c'est comme ça, et que vous dites que vous voulez contribuer à mobiliser les recettes au niveau de l'État, et que vous ne subventionnez pas, mais qu'en même temps vous augmentez le prix, je ne sais pas, c'est comme si on veut une chose... Au même moment, on parle du social. Oui, je pense que le gouvernement, dans cette situation, moi, à mon avis, veut une chose et son contraire à la fois. Parce que quand c'est comme ça, les Béninois, regardez le nombre de personnes qui vont dans les stations. D'ailleurs, même, il n'y a plus de fils interminables dans les stations, mais les stations n'ont plus de disponibilité en termes de produits pétroliers. Cela suppose qu'il faut déjà travailler à avoir beaucoup plus d'approvisionnement pour satisfaire les stations, mais en même temps, revoir le prix à la pompe pour encourager les gens à aller vers la station, et ça nous permettra de renflouer les caisses de l'État. Mais malheureusement, je constate que ce matin, qu'on me dise que c'est à 680 francs. C'est tout le contraire qui s'est passé. 680 francs, ça veut dire que quoi? Vous encouragez les gens à aller encore au niveau de l'essence de contrebande. Étant donné que c'est à 615, 625. Voilà, c'est quand même, c'est vrai qu'on parlera de la qualité, mais à un moment donné, pour le Béninois, 650 à 680, ça fait quand même 65 francs de différence. C'est acheter du piment vous les femmes, ça vous êtes au moins cube Madi ou bien cube Yaïboni pour faire piment avec les enfants, manger la pâte quand même. Non, c'est pour vous dire, en fait, le gouvernement, je ne comprends pas. Et le gouvernement est tout simplement en train de renvoyer les populations ce qui me désole dans tout ça, c'est qu'il y a quelques semaines en arrière, en Conseil des ministres, on a décidé de subventionner la production du coton. Ça veut dire que si on a l'argent pour subventionner la production du coton,
en subventionnant l'achat d'engrais, un certain nombre de choses dans la production cotonnière, c'est qu'on peut aussi subventionner les produits pétroliers pour permettre aux Béninois de souffler. Bon, des gens me diront que oui, il y a augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, c'est parce qu'il y a augmentation des salaires que chaque mois, il faut toujours peut-être revoir les prix à la hausse pour rendre la vie difficile aux Béninois. Et finalement, on ne sentira même pas l'effet de cette augmentation. Malheureusement. Dans la vie des Béninois. Malheureusement. Adrien Tchomako. Bonjour, Madame Bonjour, Carole. Adrien Bonjour Tchomako. à toutes et à tous. Oui, j'ai suivi hier avec grand regret l'augmentation, la légère augmentation du prix du produit pétrolier à la pompe, bien sûr. Et j'étais allé moi-même pour prendre l'essence et j'ai fait le constat qui m'a vraiment désolé. Il faut dire que c'est vrai que j'ai lu aussi dans la presse, il y a un cadre du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a déclaré que c'est pour réajuster le prix que cette légère augmentation a été opérée. Mais est-ce qu'il faut réajuster pour réajuster? Est-ce que c'est le dernier réajustement de ce prix? Est-ce que quelques mois après ou quelques semaines après ou au retour des vacances gouvernementaux, est-ce que le gouvernement ne va pas à nouveau augmenter? C'est la question que je me pose. Donc je pense que ce n'est pas, c'est vrai, la décision a été prise même si le gouvernement était déjà en vacances. Est-ce que c'est à cette occasion qu'il faut procéder à un réajustement? Je pense quand même que c'est déplorable que le peuple béninois qui s'attendait à une réduction drastique, une baisse du coût des produits pétroliers, que cette population se lève un beau jour et constate qu'il s'agit plutôt d'une augmentation au lieu d'une réduction. Donc c'est déplorable et ce que je voudrais suggérer, c'est quoi? C'est que le gouvernement revoie sa politique en matière de gestion des produits pétroliers. Et il ne faudrait pas qu'on assiste encore à une autre augmentation. Et notre souhait le plus ardent, c'est qu'on revienne sur le prix. Le prix déjà 650 francs. C'est déjà cher. Le litre, c'est déjà pour le Béninois lambda. Difficilement. Et puis, il faut faire des calculs aujourd'hui avant de sortir et de vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, qu'on en vienne encore à augmenter le prix de cette essence-là, de ce produit de première nécessité, il faut le dire, pour les Béninois. Moi, je trouve que le Bénin va mal, tout simplement. Non, en fait, le Bénin ne va pas mal. C'est une question de politique économique qui ne répond pas à la réalité de la population à la base. Je pense qu'on constate de jour en jour que le gouvernement est en train de créer assez de stations-service sur, je dirais, au niveau des grandes voies du nord au sud. On constate que des espaces sont désormais occupés. Même les anciennes stations-service sont en train d'être rénovées pour que ça soit opérationnel. C'est déjà un grand pas. Mais l'idéal, c'est de nous rendre disponible l'essence à la pompe, de faire en sorte que le prix soit accessible à tout un chacun de nous, pour que nous puissions prendre ce goût d'aller dans les stations-service. Si 650 francs est déjà trop pour le peuple béninois, quelqu'un qui prenait l'essence entre-temps à 300-350 dans le marché noir est contraint d'aller prendre désormais l'essence à 650 francs. Maintenant, on lui dit que c'est à 680 francs, puisqu'il y a une augmentation de 30 francs. Je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup, 30 francs, c'est beaucoup. J'invite le pouvoir central à revoir sa politique. Je pense que le fait même d'augmenter le prix de l'essence aujourd'hui ne rend pas service à la viabilité, en tout cas, des stations. Parce que les stations, si vous voyez le prix à 625 francs, 615 francs à bord de la voie, et que c'est à 680, écoutez, les gens iront facilement vers la bande, donc ils vont dans le coin de la rue à 615 francs et s'approvisionner. Pendant ce temps, les stations vont rester du matin jusqu'au soir sans vendre. Et ça joue contre les stations. Ceux qui sont des promoteurs de stations aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fiers aussi eux-mêmes de ce qui se passe? C'est vrai qu'ils diront que oui, le prix, ça leur permet d'avoir beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ils vont aussi payer des taxes. Je pense sincèrement que le gouvernement doit revoir cette situation-là.
en l'état tel que nous évoluons là, et on risque d'asphyxier les Béninois. Et je pense sincèrement que Est-ce que c'est un risque où on asphyxie déjà les Béninois? De toute façon, moi je ne vais pas... Non, je ne vais pas... n'asphyxie pas le peuple béninois, mais comme je le disais tout à l'heure, je écoutez, pense que si avec 10 000 francs, j'arrive à prendre les vacances 20 litres d'essence vont par le permettre au passé, gouvernement de mieux réfléchir. Adrien Tchomakou, si avec 10 000 francs, j'arrive à prendre de l'essence, 20 litres d'essence, et je prends un reliquat qui me sert à subvenir à autres besoins, et aujourd'hui, avec ces 10 000 francs, je ne peux que prendre 15 litres d'essence, il y a un problème. Oui, il y a un problème, mais ce qu'il faut aussi on dire... On ne peut pas aujourd'hui augmenter le prix de l'essence au Bénin. On ne doit pas augmenter. Le gouvernement doit subventionner le prix du carburant. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Le Bénin ne dispose pas de ressources minières. Nous n'exploitons pas l'essence au Bénin. Est-ce que ce n'est pas... Il faudrait que le social du gouvernement passe tout simplement par là. Est-ce que ce n'est pas là où le gouvernement... Est-ce que ce n'est pas là où le gouvernement va s'approvisionner que peut-être le prix d'achat est un peu maintenant élevé? Parce que vous savez, quand vous suivez dans un passé lointain, même sous Kérékou, sous Yaïboni, on constate que le prix de l'essence à la pompe baisse tantôt. Et ça quand le prix du baril à la norme augmente au plan mondial, il faut réajuster. Mais je dis une chose, c'est pas parce que le prix du baril augmente au plan mondial qu'il faut nécessairement augmenter. Ici, je dis, dans une certaine mesure, il y a possibilité de subventionner cette affaire-là. Parce que quand vous dites que nous n'avons pas de ressources, oui, d'accord, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de pétrole. Le peu qu'on a trouvé n'a servi qu'à nous montrer ça dans une bouteille de sérum. On a vu ça par le passé. Donc ça dit qu'on n'en a pas, malheureusement. À moins que demain, les cadres viennent dire que bon, il y a du pétrole. Mais pour le moment, on n'en a pas, d'accord? Mais puisqu'on n'a pas ça, c'est vraiment aussi une raison pour subventionner. Pour permettre aux Béninois de souffler. Va subventionner parce que le gouvernement nous suit et le gouvernement aussi est conscient de ce que la prospérité partagée doit passer aussi par là. Du retour des vacances gouvernementales, je pense que le gouvernement va revoir sa copie. Pendant ce temps, on s'est entré à prendre la 680 d'abord. 2 semaines ou 3 semaines ou plus, ça a commencé déjà. Donc je pense que c'est difficile pour tout un chacun de nous. Les Béninois vont toujours subir. Qui subit quoi? Bon, on va continuer ces analyses. C'est la réalité. Je pense quand même que on va essayer de nous adapter à ça. C'est difficile, mais c'est peut-être le prix aussi à partager. Quand nous voulons ensemble développer notre pays, on doit tous contribuer. Attention, nous avons serré les ceintures. On a détaché un peu les ceintures maintenant parce que vous avez dit qu'il y a eu augmentation exponentielle des salaires. Donc aujourd'hui, si on doit encore subir, écoutez, vivre ça, je crois que c'est difficile. Parce que je dis, les émigrants qui conduit, qui n'a pas d'emploi, et qui est obligé, résolu à conduire les émigrants, 30 francs pour lui, c'est quelque chose. C'est beaucoup. Il a sa femme. Même 1 franc. Avec vous, en une journée, c'est la Alors, recette. il ne faut pas minimiser cela, parce que moi, ça me touche énormément. D'ailleurs, quand vous voyez les ça me touche énormément, Roland, parce qu'on est tous concernés là. Quand vous voyez, pour nous particuliers, ce n'est même pas encore un problème, parce que nous avons besoin de nous déplacer, qu'on le veuille ou pas. Mais je prends les émigrants ou le taximène qui quitte Cotonou pour aller à Zéplac chaque fois et qui à peine trouve un seul client ou 2 clients, alors qu'il doit utiliser peut-être brûler 2 litres, 3 litres d'essence. Et donc, le prix de 650 déjà, c'était un problème pour lui. Mais vous ajoutez encore 30 francs. Les 30 francs, la fois 10 dans une journée, ça fait 300 francs. Ça peut acheter 1 kilo de maïs avec du piment. Je pense que le gouvernement va revoir sa copie. Oui, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a un problème à régler. Nous ne pouvons pas être en train de lutter contre l'essence frélatée. Et d'ailleurs, on constate que la douane aussi perçoit une taxe là-dessus. C'est ce qui est dit. On n'a pas la confirmation. Bon, on n'a pas les chiffres. C'est ce qui est dit que la douane perçoit. En tout cas, c'est une information jusque-là. Non jamais confirmée par la douane. On ne va pas en parler. OK. Voilà. Maintenant, aussi, il faut amener le peuple béninois à se ruer vers les stations-service en réduisant. Il n'y aura jamais d'affluence dans les stations-service tant que les prix à la station-service seront plus hauts que les prix aux abords des voies. Nous allons malheureusement, c'est pas qu'en fait on fait la promotion de l'essence de contrebande. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique économique. Le gouvernement nous dit, allez dans les stations. Ça permet aux gens qui sont dans les stations d'avoir de la ressource et de payer les taxes. Mais dans le même temps, le gouvernement met le prix, augmente le prix à la station,
en renvoyant malheureusement des citoyens qui avaient déjà des difficultés à aller dans les stations, en augmentant le prix, c'est que je pense que c'est les renvoyer. Parce que les gens vont dire, on fait la différence. Le Béninois ou bien le citoyen lambda ne regarde plus la qualité en fait. Il regarde là où c'est moins cher, malheureusement. Ce qui est très grave. Oui, oui, mais j'ai dit malheureusement. Madame Samavou. Alors, la situation au Niger, il y a eu les propos du ministre béninois des Affaires étrangères qui suscitent beaucoup d'analyses, beaucoup de critiques. Le Bénin est prêt à déployer un contingent militaire pour lutter et pour le rétablissement tout simplement à l'ordre constitutionnel au Niger. Quelle est votre lecture, Roland Tonéikès? J'ai suivi avec beaucoup de plaisir le ministre des Affaires étrangères. Je vois que le tout nouveau ministre aussi, malheureusement, rentre dans le jeu politique. Et avec ces mots qu'il a utilisés pour parler de prise d'otage au Niger. J'ai pu voir aussi qu'il est aussi résolu, tout comme les chefs d'État de la sous-région, pour qu'une intervention militaire, en tout cas, soit engagée au Niger. C'est vrai qu'il a dit qu'il continue les négociations, les discussions. Je crois que la meilleure option, c'est de continuer les discussions. C'est de continuer les discussions en ce sens que c'est vrai que j'ai vu ce sujet, je ne voulais pas en parler parce que je crois qu'on a déjà tout dit, on a vidé ce sujet. Parce que la RAC a sorti une note pour dire que d'éviter de faire l'apologie des coups d'État. Et je comprends un peu cette posture de la RAC, hein, parce que j'ai pu voir des gens revenir sur le cas pour dire que oui, on fait l'apologie des coups d'État. Et j'ai toujours dit dans mes analyses que je ne suis jamais d'accord pour les coups d'État. Mais réglons les problèmes à la source, à la base. Source, pour éviter les coups d'État. Tant que vous n'allez pas régler les problèmes à la source, il y aura toujours des problèmes, d'autres situations qui vont venir. Ça peut être coup d'État, ça peut être soulèvement, ça peut être révolution, révolte. C'est indiscutable, malheureusement. Donc, quand on suit le ministre des Affaires étrangères, oui, je crois que c'est vrai qu'il est dans un contexte, il ne peut que dire quelque chose contraire à ce que les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO ont dit, malheureusement. Et il est dans son rôle parce que lui-même peut penser carrément autre chose, mais à cause de son pouce, on doit lui faire dire des choses. Je suis heureux de constater ça comme ça. Et je dirais seulement qu'il faut faire attention dans le cas du Niger. J'ai suivi une émission entre les journalistes du Niger et j'ai compris que oui, ils ont évoqué des questions essentielles que j'ai évoquées d'ailleurs cette semaine sur ce plateau pour dire oui, les difficultés, les sanctions que vous voulez appliquer au Niger, le Bénin ne sera pas épargné. Le Togo, non. Le Nigeria, non. Mais c'est 2000 km pratiquement de frontière avec le Nigeria, pardon. Et toutes les frontières ne sont pas sécurisées. Vous voulez régler ces problèmes. Vous ne contrôlez pas toutes les frontières. Et même au niveau du Bénin. Mais d'ailleurs même, j'ai suivi, j'ai pu lire que certains Nigériens boudent, en tout cas déjà les Béninois au niveau de Malanville. Et ça va continuer comme ça, malheureusement. Je crois qu'à un moment donné... Et quel est l'impact si éventuellement le Bénin participe réellement à ce coup de force? Quelle sera moi, de ma position, le Bénin, de ma position, je ne souhaite pas que le Bénin participe à ce coup de force. C'est vrai que c'est le gouvernement qui décide. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen de la République. Mais je pense que nous n'avons pas intérêt à nous lancer dans cette situation. Que le Bénin soit en réalité médiateur dans cette affaire en utilisant le dialogue, en tout cas la discussion. Mais aujourd'hui, Tinubu a compris puisqu'il a envoyé des émissaires là-bas. Oui, écoutez, ils vont finir par comprendre. D'ailleurs, même ils ont toujours dit au niveau de la CEDEAO qu'il y aura intervention militaire, il y aura si. La seule fois où la CEDEAO a réussi à avoir une intervention militaire, à financer avec l'intervention militaire, c'est en Gambie. Et c'était grâce à Macky Sall. Parce que la Gambie se retrouve être au milieu du Sénégal. Et donc, à un moment donné, il n'y a jamais été avec deux murs, dans une certaine mesure. Il n'avait pas de choix que de laisser pour que Adama Barrow puisse prendre le pouvoir. Donc là, c'est un problème parce que le Sénégal en sec, malheureusement, dans une certaine mesure, la Gambie, ça a marché. Mais est-ce que pour Bénin, un pays comme le Niger, est-ce que ça va être aussi facile? Est-ce qu'en faisant une intervention militaire au Bénin, au Niger, l'intégrité territoriale du Bénin ne sera pas violée. Pareil pour le Nigeria, pareil pour le Togo, pareil pour les autres pays. Donc, je crois qu'il y a un problème à régler. Il faut aller à la table de négociation. Mais en même temps qu'on va à la table de négociation, je ne fais pas la politique des coups d'État, je vous en prie. Dites à ces chefs d'État qui sont encore au pouvoir de faire très attention, de bien gérer leur pays, d'éviter de tordre de quoi la constitution de leur pays, et on n'aura plus de coups d'État en Afrique. C'est tout.
Adrien Tchomakou, lorsque le président de la CEDEAO envoie des gens pour aller discuter avec les putschistes au Niger, et on assiste à cette déclaration du ministre béninois des Affaires étrangères, il y a quelque chose qui ne va pas. Sommes-nous... Non, ça ne va pas. Tout est bien cohérent. Tout est bien cohérent. Il faut dire quoi? Si vous suivez correctement les déclarations du ministre des Affaires étrangères, écoutez, il est le ministre, le premier responsable au plan diplomatique. D'abord, il y a ce qu'on appelle la solidarité du groupe. Il ne peut en aucun cas se désolidariser de la décision des chefs d'État. Donc, il n'a fait que porter la voix du Bénin sur ce plan. Et ce qu'il a dit, si vous l'écoutez, c'est ce que Patrice Talon même dit. C'est ce que Patrice Talon veut, bien qu'il soit le médiateur désiré. On n'a pas encore parlé officiellement. Écoutez, le chef de l'État, quand le chef de la diplomatie parle, c'est le chef de l'État qui a parlé. C'est parce que le chef de l'État n'est pas au pays, il est en visite en Chine, que son ministre des Affaires étrangères prend la parole. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, premièrement, si vous suivez correctement, en réalité, le ministre n'est pas en train de dire que le Bénin veut agir par la force. C'est quand toutes les voies de recours et surtout la voie du dialogue sera épuisée, si cette voie est épuisée, le Bénin est obligé de se rallier toujours à la CEDEAO pour agir de façon commune. Et ce n'est pas, quand vous écoutez correctement le message, ils ne sont pas en train de dire, bon, ils sont prêts, qu'il veut agir militairement. Non. Encore que, avant que le Bénin ne puisse agir militairement, il y a des préalables. Nous sommes dans un état de droit et nous sommes régis par des tests. Même si le chef de l'État veut que le Bénin agisse militairement, non. Si les députés à l'Assemblée nationale n'acceptent pas, ça ne peut pas passer. S'ils sont consultés, oui. Tu dis? Ils seront consultés. Voilà, s'ils sont consultés. C'est pas si, c'est une obligation. De toute façon. De toute façon, ils seront consultés. Voilà. Alors, ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui représentent le peuple béninois. Si les députés acceptent, là, vous et moi, nous ne pouvons rien dire. Attendons d'abord. Moi, je suis convaincu qu'on ne va même pas aller à un coup de force et que la junte au pouvoir va essayer de comprendre ce que dit, comment on l'appelle, la CEDEAO. Et laisser Bazoum continuer à dire. Écoutez, vous y pensez réellement? Moi, je crois que quel que soit ce qui se passerait, on ne va pas intervenir militairement. La CEDEAO ne peut pas intervenir militairement. Je suis convaincu de ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Justement, ces conséquences-là, sommes-nous prêts à les supporter, à les subir? C'est ce que je dis. Avons-nous des solutions? On n'ira pas à cette étape. Pour pallier ces conséquences-là? On ne peut pas aller à cette étape parce que, écoutez, jusqu'à ce jour, pour la CEDEAO, c'est Bazoum qui est le président toujours en exercice et qu'il est pris en otage. C'est ce qu'ils avaient dit pour il a été kidnappé. Donc, la CEDEAO veut aller maintenant libérer Bazoum. Maintenant, si la CEDEAO doit libérer Bazoum, il faut prioriser le dialogue. Et c'est le dialogue qui est en train d'être priorisé. Ce n'est pour rien que la délégation de la CEDEAO est au Niger depuis le jeudi passé, le jeudi 3. Donc je pense quand même qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Ça, c'est clair. Je pense que il faut... plaise à Dieu et à Allah le Tout-Puissant, il n'y aura pas d'effugie de sang. Ils vont s'entendre. Il n'y aura pas un coup de force, il n'y aura pas une intervention militaire ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, ou de l'ONU, ou de tout ce que les gens racontent. Au fond, la position d'intervention militaire préconisée par la CEDEAO, en tout cas en cas d'échec de dialogue, ce n'est pas qu'une décision de la CEDEAO. Malheureusement, dans la crise actuelle, il y a la France qui souffre énormément. Et je me réjouis d'une chose. Moi, je le dis toujours, écoutez, à quelque chose de malheur, bon. Parce que dans cette situation, le Nigeria suspend la fourniture d'énergie au Niger. Le Niger envoie son uranium en France et la France l'utilise pour avoir l'énergie nucléaire. D'accord? Ok, Nigériens, réfléchissez quand même.
puisqu'ils ont suspendu l'exploitation de l'uranium et de l'or vers la France est la première personne qui souffre dans cette affaire. Ce n'est pas le Bénin, malheureusement. Maintenant, c'est le Bénin qui va commencer à souffrir puisque nous avons fermé aussi notre frontière. Quand on prend, j'ai suivi, je ne sais pas si les chiffres sont confirmés, mais 80% des échanges au niveau du port autonome de Cotonou, entre 60 et 80%, c'est lié au Niger, des recettes, en tout cas au niveau du port autonome de Cotonou. Parce que notre économie repose notamment sur le coton et puis sur le port autonome de Cotonou. L'agriculture n'est pas pour autant encore développée pour donner de la devise au pays. Mais il y a le coton, beaucoup plus, il y a le port de Cotonou. Et la grande partie des échanges, c'est avec le Niger. Quand nous fermons nos frontières et que vous allez à Malanville aujourd'hui, des camions sont alignés avec des marchandises qui ne peuvent pas traverser la frontière. Demain, les Nigériens trouveront peut-être la formule de commander par l'Algérie. C'est vrai que ça va être une grande distance à travers le désert. Mais à un moment donné, ils trouveront toujours un terrain. Et pourquoi pas, ne pensez pas que tous les... preuve, ces frontières-là sont officiellement ouvertes. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas que j'ai dit, entre le Nigeria et le Niger, c'est pratiquement 2000 km de frontières. Et toutes les frontières ne sont pas sécurisées ou contrôlées par le Nigeria. Donc, il y a toujours des voies et moyens pour rentrer au Niger, dans cette mesure. Ce qui va se passer, c'est que je suivais les Nigériens dire sur le plateau que les Nigériens doivent accepter le sacrifice. C'est déjà un message très fort. Et quand psychologiquement on est prêt à affronter le Mali, on a fait ça au Mali, les gens ont accepté affronter la situation. Donc, ça veut dire que aussi Béninois aussi, après on nous acheter à l'Orient à 200 francs l'unité. On paie le prix. On y va. Alors, la suspension de RFI et de France 24, la preuve que les putschistes également répliquent. Personnellement, je ne suis pas souvent d'accord que les médias soient suspendus. Mais c'est vrai que parfois, la situation fait que les putschistes sont obligés de suspendre les médias. En tant que journaliste, je ne peux pas approuver. En tout cas, quand on regarde un peu les situations, le média peut être en train de faire son travail, mais vous trouvez les voies et moyens pour continuer un peu en passant votre message. Cette manière d'empêcher la presse de faire son travail parfois, j'estime que bon, c'est un mauvais comportement. En tout cas, on a vu que c'est le Mali qui a commencé, le Burkina Faso est rentré dans la Guinée aussi. Maintenant, le Niger qui rentre dans la danse. C'est vrai aussi que l'autre là, Macky Sall, dans la crise, a aussi désavoué un peu France 24. J'ai pu lire une telle information. Je pense sincèrement que les gens au pouvoir doivent pouvoir accepter que les gens leur jettent des pierres. C'est à eux de montrer ce dont ils sont capables. Justement, c'est la qualité des informations. Non, le problème, qui gêne et qui n'avantage pas le problème, le monde a évolué aujourd'hui. Vous avez toujours la possibilité de prendre le contre-pied de ce que dit un média contre vous. C'est à vous de montrer. Parce que cette manière de faire les choses aussi, c'est une manière d'empêcher que les gens disent ce qui ne va pas pour que vous puissiez vous corriger. Il faut accepter parfois les critiques. Et même si les gens diffament, accepter et trouver les moyens. Il y a ce qu'on appelle le droit de réponse quand même. Tout à fait. Qui a empêché la gente d'aller sur un plateau, d'envoyer un porte-parole sur un plateau de France 24 ou RFI pour un droit de réponse? Qui les a empêchés? Moi, je pense que c'est aussi à ce niveau une voie de recours. Quand on arrive à suspendre les médias, cela suppose que quoi? Quand ils suspendent RFI et France 24, ça veut dire que demain, ils peuvent suspendre un média local. Et c'est le risque en réalité. Donc, pour dire non, ils doivent pouvoir accepter. Et c'est pourquoi je dis toujours, je ne fais pas la politique des coups d'État. Je pense sincèrement qu'il faut régler les problèmes à tous les niveaux, mais en trouvant la bonne manière pour les régler. Adrien Tchomago, un mot rapidement. Non, il y a beaucoup à dire au Bénin. Laissons cette affaire de suspension. Alors, nous allons poursuivre par la HAC qui annonce la distribution prochaine des cartes de presse. Oui, il faut dire que les journaux, les quotidiens potentiels et Fraternité en ont parlé ce matin. Il s'agit en réalité d'une audience que le président de la HAC, Moretti, a accordée bel et bien à l'ODEM, au bureau de l'ODEM, entendez Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, et l'ODEM qui est présidé bien sûr par Ulrich Vital Akhotonji. Donc l'ODEM est allé faire le point, d'abord présenter les membres du bureau, à la haute autorité qui est bel et bien la HAC, au président de la HAC, et sa suite. Après, nous avons fait le point à mi-parcours, c'est-à-dire l'ODEM. L'ODEM a fait le point à mi-parcours de ses activités
à la HAC et demander qu'il y ait une co-régulation, que l'ODEM et la HAC travaillent la main dans la main pour pouvoir régler beaucoup de problèmes dans le secteur des médias. L'ODEM s'est imprégné de l'évolution de la réforme tant attendue et prononcée par le chef de l'État dans le secteur des médias. Et c'est à cette occasion que l'ODEM s'est renseigné sur comment la distribution des cartes de presse vont se dérouler, comment est-ce que les cartes sont finalement prêtes, puisque beaucoup de choses ont été relayées sur les réseaux sociaux. Donc, il était quand même important que l'ODEM s'imprègne davantage du dossier cas de presse. Et c'est à l'occasion que le président de la HAC nous a expliqué, puisque je faisais partie de la délégation. De la délégation. Donc, l'ODEM a compris des explications du président de la HAC que les cartes sont presque prêtes et que dans les tout prochains jours, les cartes seront distribuées, mais à une condition. Et il y a une condition qui a été posée et c'est ça qui donne matière à réflexion à l'ODEM. L'ODEM a voulu que le président de la HAC lève un coin de voile sur cette préoccupation. Et bon, laquelle déjà? La décision, c'est quoi? C'est que désormais, avant que nos employés, que nos patrons, que les employés entrent en possession de les cartes de presse, il faut que l'employeur certifie effectivement que cet employé vit de la profession. Et l'employé aussi doit, avec des papiers, montrer effectivement qu'il vit du métier du journalisme, du métier de la presse. Et comment? C'est-à-dire, on doit, entre autres, il y a beaucoup de choses, mais... Peut-on vraiment vivre uniquement du métier au Bénin? Ah oui. Pour la HAC, c'est que l'employé doit être effectivement, il doit certifier, montrer qu'il jouit d'un salaire qui répond aux normes par mois. Il doit montrer, celui qui doit recevoir sa carte de presse, il doit montrer effectivement qu'il est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale et que les fonds sont reversés. Je pense que c'est une politique pour amener les patrons d'organes de presse à jouer convenablement leur partition. Et la HAC, en prenant cette décision, est en train de protéger d'une manière ou d'une autre les professionnels des médias. C'est de ça qu'il est question. Nous pensons que c'est une décision noble que nous allons encore analyser et voir avec la HAC la faisabilité. Je ne suis pas ici en tant que responsable, porte-parole de l'ODEM, mais je sais que pour moi, personnellement, c'est une manière de contraindre les patrons de presse à bien s'occuper de leurs employés. Roland Tonéiké, c'est une décision qui nous avantage, mais est-ce que... Attention, il y a danger. Le président de la HAC a bien expliqué qu'en réalité... Donc le contrat aujourd'hui ne suffit plus. Attention, il y a danger. La HAC doit protéger tout le monde. Attention, ce n'est pas seulement... il y a danger. Vous ne me laissez pas la parole. Il y a danger. Je suis venu, je sais combien de minutes j'ai occupé depuis. Allez-y, allez-y. C'est pas fait de minutes. Je ne sais pas affaire de minutes. Allez-y, allez-y. Vous dites quelque chose et je dis qu'il y a danger. Je ne vous ai pas encore arraché la parole. Vous continuez. Allez-y, Adrien Toumaïkou. Finissez. Je pense que la HAC, en prenant cette décision, ça c'est mon opinion personnelle, veut agir à protéger autrement les professionnels des médias. Parce qu'ils sont très nombreux, ces journalistes, ces acteurs des médias, qui ne vivent pas de leur métier, qui ne sont pas bien payés. Écoutez, si la HAC qui nous dit par exemple, qui a déclaré officiellement que la carte de presse aura de la valeur, de plus-value au Bénin, je pense qu'avec les réformes en cours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il est allé plus loin pour dire, avec la carte de presse désormais, la carte de presse est synonyme de carte d'identité pour des professionnels des médias. Avec la carte de presse, vous pouvez faire toute opération à la banque. Je pense qu'il aurait fallu cette rencontre entre l'ODEM et le président de la HAC pour que Uric Vital Akhotondi, président de l'ODEM, porte cette voix
à l'endroit des professionnels des médias. C'est une information, c'est discutable. Une chose est claire, tout le monde ne peut pas accepter ce qui est en train d'être fait par la HAC. Mais je pense quand même qu'il y a déjà un grand pas. Si la HAC, qui dit que même de loin, votre carte de presse peut être désactivée, c'est-à-dire avec l'arsenal numérique aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions en matière d'établissement de la carte de presse au Bénin. Ça voudra dire que, selon ces propos, bien sûr, le renouvellement est automatique. Le renouvellement est automatique et que l'obtention laissons le renouvellement d'abord et parlons de ce que vous donnez comme information. Porte la date, et c'est 3 ans. La carte de presse, en réalité, c'est 3 ans. Mais quand c'est le jour que vous prenez votre carte de presse, dès ce jour-là, ça ne commence pas à compter. Donc, je pense qu'il y a assez d'innovation dedans. Il aurait fallu cette audience tant attendue par les responsables de l'ODM pour que nous soyons informés de tout ce qui a été dit. Je pense que, évidemment, je ne suis pas ici en train de parler en tant que porte-parole de l'ODM, mais l'ODM va se retrouver pour décrypter encore ces informations que le premier responsable de la HAC nous a données et voir dans la mesure du possible comment l'ODM peut sortir un communiqué pour rendre ça davantage public. Roland Tony, enfin la HAC qui pense aux journalistes. La HAC pense aux journalistes, la carte de presse ne saurait être distribuée en posant une condition. Si ce que dit Adrien Tchoumakou ce matin est vérifié... C'est vérifié. Attendez. Moi, je l'ai écouté dans mes oreilles, j'étais là-bas. Le président de la HAC peut vous dire demain qu'il n'a pas dit ça exactement. C'est pourquoi il dit si c'est vérifié. Parce que moi, je n'ai pas été témoin, Carole n'est pas témoin. Vous nous rapportez une information non encore officielle. C'est passé sur les radios et télé, tout au moins. Et c'est en présence du président de la HAC, ce qui est sûr, le président de l'ODM, ça peut être une volonté, l'a dit. Vous pouvez me laisser finir? Ça peut être une volonté du président de la HAC, ce qu'il dit là, sans avoir la concertation des conseils de la HAC pour le moment. C'est pourquoi il dit, si c'est confirmé, cela suppose que quoi? Quand cette décision en arriverait à être confirmée officiellement, je pense qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi il dit qu'il y a danger. Pour donner la carte de presse à un journaliste, on n'a pas besoin de lui demander s'il est vérifié, s'il est déclaré de son métier. Attendez, s'il est déclaré, s'il vit de son métier ou pas. Pour savoir si vous, Adrien Tchoumakou, ou moi, Laurent Toninquès, si je suis déclaré ou pas, la HAC a plusieurs moyens de vérifier. L'essentiel, c'est de donner d'abord la carte de presse au journaliste. Cette manière de retenir encore les cartes pour dire c'est parce que le monsieur n'est pas déclaré, qu'on ne lui a pas donné sa carte, s'il ne vit pas de son métier là. C'est une manière d'empêcher les gars, les professionnels d'avoir leur carte dont ils ont besoin. Parce que quand il y a un problème, le juge vous demandera quelle est la preuve que vous êtes journaliste. Première chose à faire, la HAC recense les journalistes de chaque média qui ont la carte de presse. Va au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vérifier si ces professionnels sont déclarés. On n'a pas besoin de conditionner la remise de la carte par rapport à ça. On prend la liste. Vous avez une base de données. Vous savez que chez vous, il y a 4 journalistes peut-être qui ont la carte de presse au niveau du groupe de presse de Fraternité. Vous prenez les noms. Vous mettez en place un comité. Vous allez au niveau de la CNSS. Vérifier si les journalistes sont déclarés. En même temps, pendant ce temps, ils ont leur carte. Ils fonctionnent normalement. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, on doit vouloir proposer, que vous relayez ce matin, c'est que le drame, c'est que les journalistes seront là. Des journalistes professionnels, avertis, d'accord, compétents, mais parce qu'on estime que son patron ne l'a pas déclaré, on ne lui donne pas sa carte de presse. C'est une manière de... Pourquoi le patron ne va pas le déclarer? Ah mais écoutez, je dis... C'est ça le problème. Non, il faut amener les patrons de presse à mieux jouer leur partition. Laissez-moi finir. Les gens sont mal payés dans notre corporation. Vous pouvez me laisser finir. Je suis le premier à défendre les salaires bas dans la presse. Et tout le monde connaît ma position sur la question. Les journalistes sont très mal payés au Bénin. Et si ça continue, c'est qu'il y a aussi une responsabilité du pouvoir en place. Parce que c'est dans ce pays qu'on a parlé de convention collective. Combien de médias respectent la convention collective dans ce pays? Quand parfois, on tire les journalistes par des perdièmes de 5 000 francs sur les reportages, il y a un problème. Ce n'est pas le fait seulement des promoteurs. Il y a les promoteurs qui ont une responsabilité, mais il y a aussi l'État qui a sa responsabilité. Donc c'est à tous les niveaux. Et c'est aussi la responsabilité des journalistes aussi. Si nous sommes mal payés encore aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que nous-mêmes, nous avons notre responsabilité. C'est parce que nous acceptons nous contenter du minimum
en faisant les bons offices pour les acteurs politiques, en courant derrière les hommes politiques sur les reportages et en négociant. Tant qu'on ne va pas se donner de la valeur en tant que journaliste, ça ne changera pas et les patrons de presse aussi ne nous respecteront pas. C'est pourquoi je dis, libérez d'abord les cadres de presse. Après, prenez la liste des professionnels qui ont la carte chez vous là. Allez vérifier. Si les journalistes ne sont pas déclarés, vous interpellez les médias. Et vous donnez un délai pour arranger la situation. Plutôt que de dire, avant de prendre la carte, de remettre la carte à Laurent Antoine Kess, par exemple, on vérifiera s'il est bien payé, s'il est déclaré. Moi, je ne suis pas... Écoutez, par exemple, je suis journaliste aujourd'hui, en quelque temps, je dirais, quelque part, je suis freelance, en même temps, prestataire à Eden TV. Donc, Eden TV n'est pas tenu de me déclarer nécessairement. Donc, dans mon cas, nous on a posé ce problème. Comment on vous l'explique? De toute façon, si vous ne voulez pas comprendre, c'est que vous n'allez pas comprendre. Comment je ne vais pas comprendre? Vous avez abordé. Moi, je dis, je pense qu'il faut commencer l'assainissement un beau jour. L'assainissement, le courage de commencer par là, d'amener les patrons de presse à mieux payer les professionnels des médias, d'amener les patrons de presse à déclarer, La RAC connaît les professionnels des médias, les patrons de presse. Et beaucoup de patrons de presse sont amis conseillers de la RAC. En fait, les conseillers de la RAC, parmi les conseillers de la RAC, il y a aussi des journalistes, des anciens journalistes qui maîtrisent les difficultés que nous vivons dans la profession. Moi, personnellement, je suis pour ça. Et je pense qu'on doit contraindre les patrons de... Même que tu parles de freelance, il n'y a pas de professeurs vacataires. Les professeurs vacataires ne se déclarent eux-mêmes à la qu'on livre... Ce qu'il dit, c'est très simple. Les professeurs vacataires ce qu'il a dit là, c'est terre. Ne sont-ils pas déclarés à la Je pense que, première des choses, il est important que la RAC prenne ses responsabilités. D'Asie, telle qu'elle a commencé, amener les patrons de presse à déclarer leurs employés. Écoutez, on vous dit par exemple que la carte de presse que vous aurez maintenant aura assez d'avantages. Ce n'est pas les avantages qu'on dit. Vous avez ce dont on parle, ce n'est pas ça. C'est pas ça, arrêtez ça. Tu vas arrêter quoi? Je dis, combien de journalistes sont payés? Le problème, c'est que la carte de presse, c'est la propriété. On va s'écouter sur ce plateau, s'il vous plaît, je vous en prie. Combien de journalistes aujourd'hui au Bénin? Vous ne me laissez pas la parole? Non, vous venez de parler. Disons la vérité. Roland, combien de journalistes vous n'allez pas quand même vous 350 discuter sur ce plateau. Adrien, j'ai la police des débats. Je parle. Roland, allez-y. Vous avez dit que la RAC, le président de la RAC aurait dit. Ce n'est pas aurait dit, il a dit. Adrien Chomakou, j'ai la police des débats et j'ai donné la parole. Laissez-le terminer. Vous avez dit, mais moi, parce que je n'ai pas été témoin, je mets au conditionnel parce que je n'ai pas la confirmation. C'est ce que on m'a recommandé, on m'a appris à l'école du journalisme. C'est moi qui ne connais pas. Non, ce n'est pas ça. Vous avez confirmé. Patientez, vous aurez répondrez. Moi, je dis, aurait dit, parce que c'est ce que vous m'avez dit. Alors, je dis, ce n'est pas la qualité de la carte qui est le problème. Ce n'est pas les avantages de la carte qui est le problème. Je dis, vous avez dit que pour donner la carte, on ira vérifier d'abord. Si l'employé est déclaré. Et c'est ce que je dis pour dire à ce niveau, non. Pourquoi? Parce que la carte de presse est la propriété du journaliste, pas la propriété de l'employeur, le patron de presse. Donnez la carte de presse au journaliste, qu'il en jouisse d'abord. Prenez vos dispositions, recensez les journalistes au niveau des médias, allez au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, vérifiez si ces journalistes sont déclarés. C'est tout simple. Plutôt que de dire, avant de donner une carte à un journaliste, il faut faire tout ça. Je reprends ce que j'ai dit très rapidement. Très rapidement. C'est que le président de la RAC dit que le journaliste qui veut avoir sa carte de presse doit fournir des documents pour montrer qu'il vit effectivement du métier. C'est tout. Donc, il faut prouver que vous vivez de votre métier. Si déjà, le contrat et un salaire prouvent déjà qu'on exerce le métier et qu'on vit du métier. Ce n'est pas exercer le métier qui est le problème. Tu l'exerces et tu vis de ça. Si tu vis de ça, ça veut dire quoi? Tout au moins, de ton côté, la convention collective est respectée. De ton côté, quand tu es employé, tu es déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Réunissons d'abord ces deux-là, tout pas de là. Avant de déposer le dossier, on vous demande, on vous demande de donner des copies de vos articles. Oui. Vous donnez les copies de vos articles. Ça veut dire que la RAC a les copies de vos articles et a la confirmation que vous êtes journaliste, que vous avez exercé et qu'il y a des preuves que vous êtes journaliste. Ça, c'est quand même. C'est une condition pour avoir la carte de presse. Non, c'est pas ça.